Est-ce qu'on peut introduire un petit peu, c'est quoi la dépendance affective, Nassim, en attendant Bien qu'ils sûr. arrivent? La dépendance affective, c'est un comportement dans lequel chacun est conditionné. C'est en fonction du contexte Je de sais que t'es son bien cadré. Ouais, c'est bon? ouais, Ouais. c'est mieux. En fonction du vécu de la personne par rapport à l'affectif, hein, que ce soit la relation avec sa famille, ses amis, dans le domaine aussi sentimental. Et après, tout ce contexte-là, après, qui fait que, en particulier les épreuves et les défis de la vie, qui génèrent après des comportements disproportionnés liés à des peurs de rejet, d'abandon, du fait de posséder au lieu de plutôt de créer un détachement. Alors donc il y a une distorsion entre les deux et en croyant qu'en possédant les choses, en fait, qu'on va se sentir bien. Et alors que si on ne l'a pas, on va se sentir mal. Voilà d'où vient la dépendance affective. Yes, merci Nassim. Ça vous parle la dépendance affective, ceux qui nous rejoignent sur le live? What are you doing in your life? En anglais. Comme tu peux constater, Sarah, moi j'aide les personnes à sortir de la dépendance affective. Et ça peut être différents outils, hein. Ça peut être les conférences, le coaching, le blogging, hein, comme on fait à travers ce live, l'infopreneuriat, hein, le fait de donner des suggestions de produits, de bouquins, de livres à lire, de podcasts, d'audio également. Donc après on envoie également à travers les bonnes sources selon mon contexte, selon ce que j'ai testé par mes soins. Par exemple, je ne me permettrai pas de vous proposer des choses dont lesquelles je n'ai pas testé, dont lesquelles je ne suis pas d'avis, et je me permettrai toujours de vous proposer ce qui est en adéquation avec votre situation et ce qui est toujours en même temps dans un cadre éthique. Yes. D'ailleurs, Nassim, on a fait un podcast ensemble. C'est l'un des premiers enregistrements que j'ai fait avec Nassim. Du coup, allez l'écouter après. Ça s'appelle La vraie liberté. Et Nassim Kiar, où il raconte sa vie d'ancien dépendant affectif à coach en dépendant affectif. Du coup, on va être avec vous pendant 15 minutes. On va parler un petit peu de la dépendance affective, les clés, c'est quoi exactement, précisément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je parle un peu vite. Et on va commencer, du coup, Nassim, qui est est-ce qu'on peut dire ça, expert en relations et dépendance affective? On peut dire ça? Après, chacun appelle ça comme il veut, mais bon, moi je me considère plus comme un coach de succès, de réussite, parce que, après, il y en a qui disent coach de vie, mais moi je suis pas très favorable de ce concept. Bon, chacun dit après comme il veut, chacun cuisine. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Tout part de l'intention. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est plus dans le domaine lié au succès, la réussite, et toujours dans le fait de rester optimiste et de savoir surtout d'être en lien avec ce qui est important pour soi, vivre ses rêves et être en adéquation à ses attentes. Et plutôt au lieu d'être dans quelque chose qui est contraire à ses attentes. Est-ce que tu penses qu'il n'y a qu'une seule méthode pour sortir de la dépendance affective? Déjà, ce qu'il faut savoir, une méthode, en fait non, parce que déjà, même le degré de dépendance affective n'est pas la même pour tous. Chacun ne le vit pas forcément de la même façon. Il y en a qui le vivent avec la peur du rejet, de l'abandon, comme la plupart des gens de la société. Là, je généralise un peu. Il y en a qui le vivent dans différents rubriques. Ça peut être l'obsession amoureuse. Ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir vivre son célibat correctement, ou si on est en couple, on va bien. Si on est célibat, on n'est pas bien. Déjà dans des distorsions un petit peu erronées. Et il y a énormément de manières comme on peut vivre la dépendance affective. Là déjà j'ai mis les points essentiels et c'est possible de s'en sortir parce que beaucoup de gens ont réussi à être résilients face à ces épreuves et en tout cas ce sont des bons exemples. Il existe de très bons exemples et aussi c'est ce qui fait qu'ensuite après on retrouve le contraire de la dépendance, ce qui est l'autonomie affective. Moi, je sais que j'ai une amie elle m'agace, on va dire. C'est que genre, elle est obligée d'avoir l'avis des autres en fait pour faire quelque chose. Genre, elle peut pas faire les choses seule, tu vois. Genre, elle est entièrement justement dépendante du coup à l'avis des autres. Elle peut même pas se retrouver toute seule. Elle a peur vraiment d'être seule, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ce genre de personnes qui justement ont peur de se confronter à eux-mêmes et ont besoin de l'avis des autres pour avancer? Alors justement avec le temps j'ai commencé à réfléchir par rapport à ça, c'est que quand même c'est relativement subtil parce que après demander du feedback, des retours, comment on peut s'améliorer, c'est une chose, ça n'a rien de péjoratif, alors que si c'est de manière excessive et que on ne peut pas avancer sans l'avis des autres, là c'est clair qu'on est en train de se priver de son autonomie. Alors donc on va dépendre des autres, dépendre de l'avis des autres, on ne pourra pas prendre de décision
par soi-même, on va attendre à chaque fois l'aval d'un supérieur et tout ça, et ben c'est de là qu'après on retrouve avec des conséquences qui est liée aux abus, qui est liée voilà, à pouvoir contrôler, à gérer les autres et à posséder les autres, et ça peut devenir même très vite maladive que en fait voilà, on va plutôt vivre la vie des autres au lieu de vivre sa propre vie, et c'est ça qui est le piège à travers cette subtilité. Et comment on peut faire concrètement pour arrêter, pour oser se retrouver seul, tu vois, pour finalement combattre cette peur de la solitude? De toute façon, il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être une peur de la solitude. Bah déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la solitude, ça n'a rien de péjoratif, ce que beaucoup comprennent pas forcément bien. La solitude, c'est une opportunité de se retrouver avec soi et de pouvoir ensuite de se reconnecter à soi, à ses besoins, à ses désirs, à se remettre aussi en question. Parce que voilà, hein, les gens parfois ont peur de la solitude, mais ce qui est normal, parce que la plupart des gens sont conditionnés à rester avec les autres. Parfois on le fait pour des mauvaises raisons, et c'est ce qui amène à interpréter comme une fuite de quelque chose. Et moi, ce que je peux dire, c'est que la fuite, c'est que vous fuyez vous-même. Mais quoi qu'il en soit, tous les issues que vous allez chercher, vous allez toujours retomber sur le même résultat. Et à chaque fois, vous allez tomber sur des résultats qui ne vont jamais vous satisfaire, vous n'allez jamais être content. Et par conséquent, voilà, vous allez dépendre des autres et vous retrouverez en dépendance affective à chaque fois à vous ramasser les mêmes pots de banane aux mêmes endroits. Alors donc déjà, tout d'abord, c'est se reconnecter à soi, c'est de savoir aussi regarder l'opportunité qui se cache derrière. Et cette opportunité, c'est ça, c'est déjà de comprendre que vous n'appartenez déjà à personne, ni à votre famille, ni à vos amis. Vous appartenez à vous-même, et ça vient de vous, ça doit venir de vous. C'est là où on retrouve cette notion de détachement, d'initiative, d'autonomie affective. Et je ne dis pas que c'est facile, bien sûr, c'est très difficile. Moi, vous avez la preuve par l'exemple en image, j'ai connu tout ça, et ça a été très très dur. Mais néanmoins, ça vaut vraiment le coup quand on retrouve vraiment cette authenticité. Et en retrouvant cette authenticité, justement, qui est l'une des points clés de ce processus, vous verrez que en fait, le fait d'être seul, que ce soit même célibat ou appelez ça comme vous voulez, c'est l'occasion en même temps de savoir vraiment ce que vous voulez et pas ce que veut l'autre. Et justement, cette distorsion qu'il y a entre les deux, déjà vous aurez plus ce problème-là. Les gens qui ont réussi, ils sont passés par là, et qu'ils ont retrouvé leur autonomie affective, qu'ils ont pu grandir de cette manière, et qu'ils ont pu après être, qu'ils ont décidé de prendre le contrôle de leur vie. Ils ont compris ça, et ils n'ont pas forcément besoin des autres, pas pour autant pour demander du feedback, bien sûr, mais ça vaut vraiment le coup. Et quand vous comprenez qu'en fait que la solitude, ça n'a rien de péjoratif, là, de plus en plus, déjà, c'est quand même l'un des premiers pas pour trouver son autonomie affective. Voilà. Est-ce on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut évoquer justement c'était l'attachement dès la naissance, la théorie de l'attachement, qui fait qu'il faut, en fait, on est programmé pour avoir, j'ai vu ça en psychologie, si on n'a pas d'attachement humain à côté de la mère maternelle, en fait, qu'elle nous prend pas dans les bras, tout ça, qu'elle nous laisse mourir, entre guillemets, à 37%, le bébé il se laisse mourir, tu vois. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce lien plus tard qui est besoin d'affection qu'on a besoin de compenser, tu vois? En fait, déjà la subtilité qu'il y a, c'est que quand le bébé meurt à 37%, et en fait, c'est pas forcément une mort physique, mais plutôt une mort, on va dire, voilà, en fait, c'est lié à l'absence d'affection. Et cette absence d'affection, c'est toxique. Un excès d'affection, c'est toxique. Et en fait, on reviendra toujours à cette même problématique qui est liée au juste milieu, l'équilibre. Et déjà, la théorie de l'attachement, c'est ne serait-ce qu'une intention, une action que l'on fait pour un bébé, pour un nourrisson, un enfant. Et ne serait-ce que lui donner à manger, de le réchauffer quand il a froid, de le rafraîchir quand il a chaud, de faire sa toilette, de le bercer pour l'endormir. Des signes comme ça, c'est des petites intentions, ça a une énorme valeur à ses yeux. Et à répondre à ses pleurs aussi, quoi. Répondre à ses pleurs également, le calmer quand il est dans un état assez disproportionné. Tout cela, en fait, ce sont des signes. Et ces signes-là, l'enfant, peut-être il ne le voit pas, il ne le ressent pas, mais il y a des synapses qui font que c'est pris en compte. Et que l'enfant, de plus en plus, il y a un lien qui se fait, et les liens sont très puissants. D'où d'ailleurs pourquoi les liens que l'on a, que ce soit avec notre père, notre mère, notre famille,
c'est très très puissant, et c'est pour ça que c'est aussi l'une des valeurs de la plupart des êtres humains ici sur cette terre. Et voilà, tout ça c'est lié à cet attachement qui se crée de base. Ça, ce sont les bases qui se créent, et c'est normal. Et on a besoin d'affection, c'est normal. Et l'absence d'affection, justement l'absence d'affection, ça crée un déséquilibre. Et l'excès aussi d'affection, j'insiste aussi là-dessus, l'excès d'affection, le fait d'être H24 collé à autrui, justement il y a des équilibres. Ou l'inverse aussi, ceux qui ont besoin à H24 d'avoir des reconnaissances. Ça le voit avec les stars, tu vois, genre ils sont à fond pendant une semaine dans leur tournée, et après quand ils finissent leur tournée, ils n'ont plus rien, du coup ils sont un peu en mode dépressif, tu vois. Du coup c'est un peu l'envers de la médaille, quoi. Mais oui, j'ai l'impression que tout se joue un peu dès l'enfance, en fait. Comment on est notre environnement, comment on a ce besoin d'affection, comment on répond à notre besoin d'affection plutôt. J'ai l'impression qu'on compense plus tard par la suite, genre allez, on va parler franc, ceux qui veulent coucher avec des meufs tout le temps, tu vois, j'ai l'impression qu'au final, peut-être qu'il y a une explication qui s'explique sur leur manque d'affection à l'enfance, peut-être. Déjà, peut-être, je sais pas, je pose des trucs comme ça. En fait, ça va dépendre du contexte de chacun. Comment a vécu chacun l'absence de vie sexuelle, l'absence de relations de couple. Alors donc, par conséquent, il va y avoir une réponse à ce manque. Et cette réponse, ça s'appelle la compulsion. Et très souvent, ça va être lié à un déséquilibre de tout ça. Donc voilà. Absence de vie sexuelle, vie amoureuse, etc., ça va créer un déséquilibre. Un excès, ça va aussi créer un déséquilibre. Et justement, ça revient, c'est un challenge pour tout le monde, hein, je vous le dis même pour moi également. La recherche de ce juste milieu, c'est un défi. Et il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et ça va dépendre comment chacun interprète sa vie, chacun comment cuisine les situations. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de réponse idéale à la problématique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que juste, c'est vrai qu'on a des besoins, mais après, parfois, comment ça se présente, comment aussi après, il peut y avoir différentes circonstances qui font que parfois on a l'intention de bien faire, mais c'est pas à la hauteur. Et surtout quand on tombe sur des personnes qui ne sont jamais contents, ils veulent toujours plus. Tu leur donnes ce petit doigt là, c'est toute la main qui part. Justement là il y a des équilibres. Et parfois on n'a pas envie de répondre à des attentes parce que parfois ça peut être complètement disproportionné. On n'a pas forcément les moyens pour pouvoir donner une réponse claire à la situation. Donc il y a de ça aussi. Et voilà, c'est toujours une question d'équilibre par rapport à ce qui se présente. Et vous vous rendrez compte que même à chaque fois que peut-être vous allez avoir une vie amoureuse complètement en abondance, épanouie, tout ça, vous n'allez pas être content, vous allez après chercher ailleurs à chaque fois. Et en général, quand il y a ces genres de trucs, ça se présente, ça ne sera jamais par hasard. Il y a toujours une raison derrière ça. Et parfois, ça peut être lié, oui, à l'enfance, ça peut être lié aussi, le fait de chercher l'amour, l'affection à travers des relations, à travers les autres. Et c'est ça qui amène parfois à la dérive. Je dis la dérive, mais voilà, je dis pas ça dans un cadre de jugement. Je suis plutôt dans le non-jugement et je le dis ça toujours avec bienveillance. Et voilà, c'est comment chacun vit sa vie et voilà quoi. Et après, là, la réponse c'est la vôtre, c'est pas forcément la mienne ou celle de Ludovic ou celle des gens qui sont quand même reconnus dans le domaine du coaching de la dépendance affective. Donc voilà, chacun expérimente et chacun voit s'il est satisfait ou pas. Voilà. C'est la recherche constamment d'un point d'équilibre en fait, c'est ça ce que tu dis quoi. Voilà, ouais, après c'est vrai que ça reste subtil, hein, je dis ça, mais parfois ça nous emmène à prendre des routes que l'on ne veut pas forcément prendre. Après il y a insatisfaction. C'est ça aussi après qui rend les gens la plupart malheureux, parce que voilà, à chaque fois ils seront dans une éternelle insatisfaction, ils vont vivre telles expériences, voilà, insatisfaction, ils vont vivre une autre insatisfaction et ainsi de suite. Et voilà, après à chaque fois ils vont passer leur temps à chercher, et peut-être il y a de ça aussi, c'est que au final le problème c'est qu'on passe son temps trop à chercher, alors que très souvent on ne va pas laisser la vie faire son travail, et en fait on n'a rien à faire. Les choses se présentent d'elles-mêmes ou les choses ne se présentent pas, savoir aussi rester ok comment ça se présente. Parce que parfois, c'est ça aussi, nous l'être humain, on a aussi horreur du vide, du fait de justement à ce qui est le calme plat.
Et on en a besoin. Dans le cerveau, on a quand même deux systèmes. Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est ce qui fait qu'on est en mouvement, on est actif, il y a vraiment une énergie tonique et tout ça. Alors que le parasympathique, c'est l'énergie contraire. C'est-à-dire le calme, la sérénité, la plénitude, vraiment le fait d'être posé et vraiment dans le calme. Et souvent, quand il y a un déséquilibre entre les deux, on est dans une sorte de pression. Et on se met la pression et après là il y a des équilibres et qui fait que on est toujours dans une éternelle insatisfaction. Et aussi laisser place au calme, ça aide aussi, surtout à prendre des décisions qui sont parfois challengeantes et difficiles. Et on retrouve toujours cette question d'équilibre. Merci Nassim, on est en direct encore pendant 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Nassim est là pour vous. Je répète que c'est un expert en relations et dépendance affective. Du coup, il a fait un podcast sur ça, sur la vraie liberté. Si vous ne connaissez pas, la vraie liberté, allez voir après la vraie liberté. Je m'adresse surtout à ton live, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ouais, salut Nabil, salut Nicolas. Salut à tous. Ouais. Salut Mfutu Kombono, pardon. Mfutu. Ouais, et salut ça. Également Aurélien. Mathilde, Med, Julia, il y a Nadji, Mélanie aussi, bonjour à tout le monde. Vous mettez des cœurs, c'est cool. N'hésitez pas à réagir s'il y a quelque chose qui... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Coucou. Coucou à toi. Mais est-ce que quand on est dans l'excès, genre névrose type, ou vraiment c'est vrai, ça nous fait du mal à nous et à notre environnement, le mieux c'est peut-être mieux d'aller consulter un spécialiste. Tu viens de dire un mot très intéressant, la névrose. C'est quasiment l'antithèse de l'amour. Ouais. En fait, il y en a qui disent la plupart que le contraire de l'amour c'est la haine, mais ça n'a rien à voir. Très souvent il y a une distorsion entre les deux. En fait, il y a aussi l'absence d'amour et parfois l'excès aussi, l'excès de vouloir être dans la possession, dans une attache maladive, c'est pas de l'amour, oui, effectivement, ça s'appelle la névrose. Et cette névrose, en fait, qui est quasiment toxique pour soi et surtout pour autrui, surtout si vous êtes en relation de couple. Que la plupart du temps, que les gens comprennent, ils comprennent pas forcément bien que si vous êtes en couple, vous allez bien, si vous n'êtes pas en couple, vous allez pas bien. Donc parfois, ce message qui est subliminal, et parfois c'est ça qui emmène très souvent à la dérive et le fait que les deux partenaires, ou ça peut même être la personne célibataire, qui sont plutôt dans une situation péjorative au lieu que ce soit amené là où ils veulent. Et donc c'est ça qui crée cette dérive. Yes. N'hésitez pas si vous avez des questions, je le répète encore, on est là encore pendant 5 minutes du coup. En tout cas, il fait beau. Ouais. À chaque fois que je fais des lives ou des vidéos avec toi, il fait beau, c'est cool quoi. Tu ramènes le beau temps. Je me permettrais d'ajouter également que après, en général, ce que vous devez savoir, c'est que la dépendance affective, ça pourrit la vie d'un être humain. Ce qui est important, c'est déjà de faire une mise à jour avec soi. Ensuite, après, dans sa vie, qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous emmène là où vous avez envie d'y aller. Et bien sûr, également faire des mises à jour dans vos relations, parce que parfois, il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie et vous les gardez par défaut parce que vous voulez avoir un maximum d'amis sur Facebook, sur Insta, sur Snapchat et où vous voulez. Et en fait, là, vous êtes aussi également dans un registre de possession. Alors, vous allez garder juste des amis pour avoir des amis. C'est vrai que tout est question d'intérêt. Ça, je suis d'accord avec vous, que tout est lié à ça, et ça c'est tout à fait naturel. Et vous réalisez qu'en fait que le rejet, l'abandon, toutes ces peurs-là, ça n'a pas sa place dans la vie d'un individu. Ça c'est chez les enfants, parce que les enfants ils apprennent. Je dis pas que c'est forcément normal, mais le rejet, l'abandon, en fait ça n'existe pas, parce que tout est question d'intérêt, de désir et de besoin. Et parfois on peut avoir des désirs qui ne sont pas en correspondance avec l'individu, et c'est pas pour autant que ça veut dire que vous allez la rejeter, la recaler. Et parfois les gens ils interprètent très souvent mal le fait de comment se présente un refus. Et le refus c'est vu comme péjoratif, comme si t'es pas intéressé à la personne et tout ça, alors que ça n'a rien à voir. Et très souvent les gens ils comprennent mal. Ça aussi c'est lié à quelque chose de très important, justement, ce sur quoi je fais allusion, c'est un problème de communication. Et ça c'est la plupart même des jeunes d'aujourd'hui, que ce soit même des adultes aussi d'aujourd'hui. Et c'est ça aussi après qui crée des distorsions, des quiproquos, et qui fait qu'après que parfois les messages ne passent pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Des conflits.
Et après, quand il y a des conflits, des chemins qui veulent mener à nulle part, qui veut avoir raison, qui veut avoir tort, oui, non, bien, mal, gentil, méchant, le système binaire en fait. Et voilà, on oublie quoi? Le juste milieu. Et je reviens encore là-dessus. Ah là là, j'aime bien ce point d'équilibre. Très bien ici, très bien, écoute, très bien. Vous avez des questions, on est encore là pendant 5 minutes. Est-ce que ça fait partie de la dépendance affective quand on projette des qualités que l'autre n'a pas et au final on se dit non en fait je veux pas aller la voir parce qu'en fait elle est trop bien pour moi, tu vois, ça en fait partie ou pas du tout? Je suis complètement à côté de la plaque. Ça va dépendre en fait de la situation. Parce que si c'est dans le but de créer une relation, de jouer un petit peu les sournois, là oui c'est de la dépendance affective. Alors que si c'est plutôt un manque de confiance et d'estime, bah en fait la dépendance affective aussi, c'est lié aussi à un manque de confiance et d'estime de soi. Et ça va, en fait ça va dépendre. Et si c'est pour l'emmener à nulle part, la dépendance affective va se faire surtout avec soi mais pas envers l'autre. Parce qu'en fait on va exprimer des attentes simplement en se dévalorisant soi-même. Alors que ça c'est plutôt péjoratif pour soi. Et là on ne fait que en fait, de jouer les victimes pour justement attirer l'attention envers l'autre. Et cette stratégie, on va dire qu'elle n'a pas sa place en fait. C'est-à-dire que parce que en fait déjà non seulement on se dénature, non seulement on joue un rôle qui n'est pas soi, et en plus de ça on fait très souvent fuir la personne parce qu'elle n'est pas intéressée. C'est clair qu'une personne elle va être intéressée par quelqu'un qui est plutôt heureux, dynamique, positif, qui a le sourire, et plutôt que quelqu'un qui est aigri, qui est fatigué, qui est naze entre guillemets, qui est tout avachi. Il n'y a pas besoin de s'habiller super bien avec un costard 3 pièces pour se sentir super bien. C'est de s'habiller comme confortablement, et confortablement c'est ta définition ou votre définition, ma définition. On n'a pas forcément la même définition de ce que c'est qu'être confortable, c'est au feeling, c'est en fonction de vos ressentis, et c'est tout à fait ok de ce qu'il puisse y avoir des différences, et la différence c'est une force. Voilà. Mais ça peut être un cercle vicieux, genre toi si t'es mal dans ta peau, tout ça, et que t'as besoin justement du regard des autres, t'as besoin d'avoir quelqu'un avec toi, et au final la personne elle va pas venir avec toi, t'es malheureux, du coup ça peut être un cercle vicieux pour toi, tu vois, tu t'enfonces, tu vois, le truc. En général on n'est pas forcément attiré par des gens qui sont malheureux, on n'a même pas envie d'entrer en conversation. Bon c'est clair qu'après ça va aussi dépendre aussi des circonstances, parce que si la personne elle est proche de nous, ça peut être un meilleur ami, ça peut être une copine, ça dépend. Et après, c'est clair qu'on porte intérêt, mais si c'est une personne que l'on connaît pas, qui est tout aigri, tout ça, logiquement, on va pas forcément se diriger vers une personne. C'est comme si à la limite, t'allais dans un entretien d'embauche, t'es tout fatigué, tu fais pas entre guillemets bonne impression. Et c'est clair que tu vas pas forcément donner envie à la société de t'embaucher. Et là, entrer en conversation, c'est un peu la même chose. C'est bon, après quand je dis faire bonne impression, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que c'est déjà d'être soi, mais dans la vraie version de soi-même. Et c'est sur ce quoi je fais allusion quand je parle de faire bonne impression. Yes, merci beaucoup Nassim. Vos questions, on est encore là pendant 5 minutes. On prend vos questions, et en attendant, Nassim, du coup, c'est quoi les solutions concrètes pour sortir de la dépendance affective ? Alors, comme je disais tout à l'heure, déjà la dépendance affective, ça commence par une prise de conscience. C'est déjà comprendre déjà tous les rudiments qui sont liés à ça. Comme je disais tout à l'heure, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la relation que l'on a en célibat ou en couple, en parlant aussi de l'attachement intempestif que l'on a à travers les gens. En fait, ce qui nous rend malheureux, et ça se fait aussi bien sûr au feeling, la dépendance affective, on la vit pas forcément tous de la même façon. Moi, par exemple, je l'ai vécu de telle manière, avec l'obsession amoureuse en complément, et j'ai développé d'autres dépendances. Déjà, c'est une prise de conscience. Ensuite, bien sûr, c'est de travailler sur soi, c'est de savoir s'améliorer. Qu'est-ce que l'on peut faire de manière progressive pour pouvoir passer de dépendant à autonome? Déjà, en partant du principe de faire comme si, c'est-à-dire de se sentir autonome affectivement. Ça veut dire qu'on commence à faire des petits pas. Par exemple, je vais me détacher de telle personne. Ensuite, je vais être capable de passer une semaine sans vivre, sans être à la recherche de l'âme sœur. C'est un exemple. Il peut y avoir, c'est des petits défis que l'on s'instaure progressivement. Là, ça permet justement de faire une mise à jour avec soi-même. Après, bien sûr, c'est dans sa vie. Il y a de ça aussi, parce que plus tu vas exercer
tu vas faire une activité professionnelle qui va te faire plaisir, tu vas vivre de ta passion et tout ça, bah, plus tu vas être heureux. Et quand tu es heureux, heureuse, ça dépend pour les filles, garçons, ben, plus tu vas te sentir dans le bonheur et plus tu vas avoir de l'énergie positive, et cette énergie positive va te permettre d'être plus apte à faire face aux défis de la vie, surtout liés à la dépendance affective. Et également, il y a aussi des mises à jour dans vos relations. Ça va dépendre après des personnes qui sont positives et des personnes qui sont toxiques. Après, à chacun de nous de faire le tri. Et bien sûr, après dans l'aspect sentimental, comment vous vivez votre célibat, votre vie de couple, et qu'est-ce que vous avez envie de changer pour améliorer votre situation. Et donc tout ça après, ça se fait pas en 24 heures ou en 5 minutes. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, je suis vraiment désolé pour ça, entre guillemets. Et voilà quoi, chacun vit son autonomie affective à sa façon. Il n'y a pas de définition de type, mais c'est possible, c'est faisable. Et que si vous avez un degré de dépendance affective trop puissant, l'idéal c'est de se faire accompagner, que ce soit par un coach, que ce soit par même des personnes qui font aussi des sophrologues, des gens qui pratiquent l'EFT, que ce soit aussi des psys également. Et voilà, hein, toutes les solutions sont bonnes pour pouvoir justement créer cette transition de dépendant à autonome. Voilà. En prendre conscience et en parler, quoi, c'est ça? Voilà, déjà d'en parler, déjà c'est quand même un bon début, c'est quand même, ça permet de créer des intentions, ce qu'il puisse y avoir aussi un engagement. Ça se fait, c'est faisable. Des gens d'aujourd'hui sont autonomes affectifs et ils l'ont décidé de l'être et ils le vivent très très bien. Et croyez-moi que quand vous êtes vraiment libéré de tous ces faux schémas, ces fausses croyances, ce que font la plupart des gens de la société, vous allez vous détacher de ça. Croyez-moi que la liberté elle est beaucoup plus délicieuse que quand vous êtes emprisonné avec des menottes, avec des fausses idées qui ne vous appartiennent surtout pas. Alors là, croyez-moi que quand vous allez vous arracher les menottes, croyez-moi que la vie elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Voilà. Yes, merci. Ça te parle beaucoup, ça, cette notion justement de menottes, vu que tu l'étais, moi aussi je l'étais aussi, un ancien. Je l'ai été et je sais c'est quoi d'être emprisonné par des faux schémas, la frustration en permanence, le fait d'être jamais content, le fait d'être malheureux. Aussi. Ouais, voilà, je dis ça sans connaissance de cause, hein. Je ne dis pas que c'est facile, bien sûr, je le répète de nouveau, j'insiste là-dessus, parce que quand même, je reste quand même un minimum humble par rapport à ça. C'est faisable, bien sûr, de pouvoir créer cette transition, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est pas, vous allez quitter le live, ça y est, vous n'allez plus être dépendant affectif. Vous pouvez partir du principe, mais il faut qu'il y ait des actions concrètes derrière. S'il n'y a pas d'action, c'est clair qu'il n'y aura pas d'autonomie affective. Voilà. Vous pouvez avoir de l'aide, il y a énormément de ressources, hein. Sur internet il y a énormément de... Voilà, j'ai ma chaîne YouTube par exemple, j'ai interviewé des professionnels dans le domaine, hein, que ce soit des coachs, des conférencières, et ils ont aussi été dépendantes affectives et ils ont réussi à créer cette transition. Et il y a énormément de clés. Alors donc je peux vous inviter également à liker, à me suivre sur mon Instagram, sur ma page Facebook, bien sûr sur ma chaîne YouTube également, il y a aussi des contenus. Et aussi vous pouvez me suivre aussi également sur podcast, hein, je suis aussi disponible, hein. Vous tapez Nassim Care, vous allez trouver également des ressources. Et donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir d'aider les gens avec quelques clés de pouvoir créer cette transition entre dépendant à autonomie affective. Voilà. Merci beaucoup Nassim. Un dernier mot, allez, la parole est à toi. Bah écoutez, en tout cas moi c'est avec beaucoup de plaisir de pouvoir refaire un live parce que j'ai laissé un peu ça de côté, ça fait un petit moment. C'est vrai que j'ai quand même traversé des challenges dans ma vie parce que voilà, entre temps j'ai vécu un épuisement très conséquent, donc j'ai pris beaucoup de recul, une vraie pause, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis très bien entouré, j'ai beaucoup de gratitude envers les gens qui m'épaulent, qui m'accompagnent. Voilà, hein, ben, c'est pas parce que si je suis coach, conférencier, tout ça, je me fais coacher également derrière et je suis suivi et je suis bien épaulé. Et en tout cas, c'est grâce à toutes ces ressources nécessaires ce qui fait que ce que je suis devenu au jour d'aujourd'hui. J'apprends davantage sur moi comme j'apprends davantage sur les autres. La dépendance affective continuera toujours à me surprendre parce que j'apprends aussi également de subtilité, également des outils qui me permettent encore d'avancer davantage, de m'améliorer aussi dans mes qualités de coaching et surtout dans ces transitions-là. Et bien sûr, en tout cas, ça fait effet boule de neige. Et quand on avance en tout cas et que justement on profite de ce beau soleil, de l'instant présent, et ben le mot présent justement c'est mon mot de la fin parce que le présent c'est un cadeau. Et ce cadeau-là c'est justement d'avoir pu partager avec vous en toute authenticité, voilà, toutes ces clés-là et en même temps d'avoir remis le pied à l'étrier à travers les interviews, à travers justement le fait de passer de dépendant à autonomie affective. Et il n'y a pas que ça, je suis content surtout de ce présent-là. Voilà.
Merci beaucoup Nassim. Retrouvez Nassim sur les réseaux sociaux, Nassim Care, et aussi une page YouTube. YouTube, c'est Nassim Care, c'est ça? Nassim Care, exactement. Instagram aussi, Instagram voilà. également. Et moi, c'est La Vraie Liberté. Allez checker ça, La Vraie Liberté. La À Vraie bientôt. Liberté. Voilà, à très vite. Au revoir. Tchou.